l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, qui était une colonie, les Français ont dit, ceux qui sont dans un territoire précis, au moment où on donne l'indépendance, vous pouvez décider de garder la nationalité de ce territoire. Ça veut dire, si je m'appelle par exemple Sangaré et que je suis d'origine malienne, pendant l'indépendance en 1960, mon papa était là et qu'il a choisi d'être ivoirien, je suis né ivoirien. Donc, il y a cet aspect. Donc, ça veut dire qu'on peut être ivoirien sans être forcément rattaché à un village ou à une ethnie ivoirienne. Ensuite, la loi en Côte d'Ivoire, jusqu'en 1912, c'était le droit de sol. Quand tu naissais en Côte d'Ivoire, tu avais automatiquement la nationalité ivoirienne. Et puis, il y a un autre facteur qui est prépondérant, qu'il faut rappeler. La Côte d'Ivoire, jusqu'en 1999, c'était le seul pays de la sous-région qui n'avait pas connu de coup d'État. Il y avait l'instabilité dans tous les autres pays de la sous-région. Donc les gens, comme il y avait la paix ici, les gens se sont tous rabattus sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ici qu'ils ont fait fortune. Ils se sont installés ici. Mais ils ont pris la nationalité tranquillement. Mais tous ceux-là, ce sont des Ivoiriens au même titre que nous, qui pouvons avoir un village. Mais ce n'est pas le village qui nous donne forcément notre nationalité, mais c'est plutôt les papiers que nous avons acquis. Donc, il ne faut pas que les jeunes se laissent manipuler pour qu'on dise que non, c'est les étrangers qui sont venus nous voler notre pain à cause des étrangers qu'on est malheureux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'avantage avec les étrangers, c'est qu'un étranger, tu n'es pas chez toi, donc tu es plus travailleur. Tu es plus volontaire dans le travail. C'est pour cette raison que vous êtes là. Quand on va dans nos plantations, en majorité, qui on rencontre? Ce sont les Burkinabés, les Baoulés, les Sénoufous, les gens de Bondoukou. C'est eux. Mais là-bas, ils ont tissé des liens. Ils travaillent ensemble. Il y a eu des mariages entre eux. Donc c'est pour cette raison que je voudrais dire aux uns aux autres qu'il ne faut pas qu'on se laisse distraire par cette histoire de nationalité. Ce n'est pas notre affaire. C'est une affaire des juges. Nous, ce qu'on doit faire, comment faire pour apporter notre contribution à cette Côte d'Ivoire qui a besoin de tous ses enfants, de tout le monde, tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Donc voici un peu ce que je voulais leur dire. Préservons la paix à gagner. Une vie de perdu est une vie de trou. Un bien qui est détruit, c'est un malheur qu'on fait venir sur la vie. Parce que si quelqu'un a perdu tous ses biens, il n'a plus de richesse, c'est-à-dire la mort est mieux que ça. Parce que quelqu'un qui a connu l'aisance et vous le mettez dans une condition de précarité, de mendicité, cette personne-là, elle ne raisonne plus, elle est capable du pire. Donc il faut éviter de détruire les biens des gens. Voici un peu le message vraiment de fraternité, de paix, de responsabilité que je voudrais adresser à notre jeunesse. Et c'est toutes les jeunesses. Toutes les jeunesses. Quelles que soient les origines. Parce qu'il ne faut pas qu'on stigmatise, on pointe du doigt une seule jeunesse. Non, c'est tout le monde. Et maintenant, demandez surtout, pour conclure, demandez aux cadres qui ont réussi grâce à l'école, qui ont une situation financière d'aisance, de ne pas sacrifier, de ne pas faire des jeunes leur mouton de sacrifice. Ils les jettent en pâture, ils obstruent leur avenir et finalement, malheureusement, ces jeunes-là, ils n'auront plus, comme je l'ai dit tout à l'heure là, ils ne connaîtront plus l'aurore. Très jeunes, ils vivront avec le crépuscule parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Ils ont renoncé au choix de l'espérance, de l'espoir. Chers amis,
chers parents de Gagnois et de toute la Côte d'Ivoire, le message que je voulais délivrer. Vous savez que la tâche de la chefferie est délicate. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans le même logiciel. Les jeunes et les chefs ne sont pas dans le même logiciel. Les chefs, ils sont là pour gérer la communauté de façon quotidienne. Les jeunes, eux, là, ils sont en contact direct avec les cadres qui ne sont pas sur place. Donc, les jeunes répondent plus aux messages de ceux qui les dépendent de temps en temps, qui sont les cadres qui ne sont pas en place, que les chefs. Donc, du coup, le chef, il est là, mais son autorité sur le village, sur la communauté, est réduite pratiquement à néant. Et souvent même, quand le chef veut lancer un message d'apaisement, un message même de paix, on dit qu'il est corrompu, que c'est un vassal de l'administration. Bien qu'il sache que le chef, c'est le premier maillon de l'administration. Donc, les chefs ont fini par cultiver un complexe vis-à-vis de ça. Si bien que, très souvent, vous verrez que les chefs diront toujours, ah, quand nous on leur parle, ils ne nous écoutent pas. Voilà, ils ne nous écoutent pas, c'est un aveu d'impuissance. Parce que simplement, les jeunes, ils écoutent les cadres qui sont ailleurs, ils écoutent, ils croient en ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et pour eux, c'est une mode de pouvoir participer à ce genre de choses. C'est comme si c'était un fait d'âme pour eux. Ils vont dire, ah, telle année, c'est nous qui avons fait le show. C'est comme s'ils faisaient un vrai show, comme ils étaient dans un maquis, en train de boire. Les casses qu'ils font, c'est dans le même esprit. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas du tout culpabiliser les chefs. Les chefs, ils sont là, ils sont obligés de marcher comme sur des œufs. Parce que quand la jeunesse est chauffée à blanc, et je vous ai dit, quand on les jette dans la rue, ils ne sont pas lucides. Ça, il faut aussi que ça, on le dise. Ils vont prendre la boisson frélatée, ils vont prendre des amphétamines, ils vont prendre des lèvres, et donc du coup, ils sont dans un état second. Que peut le chef devant une telle situation? Mais les chefs, quand la situation est tranquille, parce qu'ils parlent, les chefs doivent parler pour se faire comprendre. Ils ne doivent pas parler pour se faire affaiblir. Parce que quand au moment où le chef parle, s'il n'est pas écouté, ça affaiblit son autorité. Au chef, c'est de ne pas renoncer. De ne pas renoncer. Parce que le chef, quand il est nommé chef, c'est à vie. Il n'y a pas de mandat de chef. Ce n'est pas un mandat de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, non. C'est à vie. Donc, à partir de ce moment, il a l'occasion de diriger plusieurs générations. Donc, à partir de ce moment, le chef, il doit toujours chercher là de s'adapter à chaque nouvelle génération. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les chefs et les jeunes n'ont pas le même logiciel. Aujourd'hui, regardez les jeunes. Ils le communiquent par quoi? À partir des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, tout le monde sait, c'est l'endroit où circulent tous les mensonges de la terre. Mais comme les gens n'ont pas l'esprit de discernement, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas la différence entre les fake news, les deepfakes, ils ne connaissent pas tout ça. Moi, Mehdi, on peut prendre, c'est-à-dire l'interview que je vous accorde là, j'ai mon visage, je suis en train de parler, quelqu'un peut prendre ça et puis faire un montage, me montrer nu. Ou bien mettre des paroles dans ma bouche qui ne sont pas celles qui sont sorties de cette émission. Les gens ont l'art de pouvoir faire ce genre de montage. Mais des gens doivent pouvoir faire la part entre le vrai et le faux. Or, les jeunes, ils n'ont pas ce temps. Même si vous balancez un mensonge tout de suite, ça deviendra viral parce que simplement, les gens se partagent parce qu'ils croient que c'est vrai. C'est pour vous dire que c'est des choses
qui échappent aux chefs. Dans nos contrées là, combien de chefs vont sur les réseaux sociaux? Donc si bien que quand il y a un événement, eux-mêmes ça les surprend. Et puis après maintenant, quand on veut remonter, recouper l'information, on se rend compte que ça ne repose sur rien, c'est des faits. Donc voici un peu ce que je peux dire. Moi je suis là, je soutiens les chefs, je les encourage, je leur demande vraiment de s'adapter à la situation, mais je leur demande surtout, s'ils peuvent, de parler aux commanditaires qui sont les cadres qui ne sont pas en place. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette observation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tenus de vivre d'espoir. Parce que si Gaïma brûle, nous sommes tous perdants. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous visiter et surtout de prôner l'apaisement, la cohésion, le vivre ensemble. Mais lui, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais prendre en compte, prendre en charge, exécuter, mettre en pratique, ça dépend de nous qui vivons à Gagnoa. Nous qui sommes les ressortissants, les résidents, les cadres, tous ceux qui vivent qui ont un intérêt quelconque à Gagnoa. C'est à nous maintenant de savoir, dans tout ce qui se présente à nous, où se trouve notre intérêt. C'est ça. Donc, comme la dernière fois, le président des jeunes allochtones et allogènes avait informé l'assistance de la mise en place d'une plateforme des jeunes qui va servir d'instrument de veille pour les violences et les conflits, nous plaçons beaucoup d'espoir dans cette plateforme. Ça peut être un outil très efficace pour éviter le pire à Gagnoa. Si la jeunesse, toutes les jeunesses, décident de se donner la main, et si toutes les jeunesses décident de s'auto-surveiller, à partir de ce moment, rien ne peut échapper, parce que ceux-mêmes qui font les casses là, c'est eux-mêmes qui deviennent maintenant les gendarmes. Donc c'est pour ça que nous plaçons beaucoup d'espoir dans cet instrument, cette plateforme dont a parlé le président Moussa Dembélé, qui avait pris la parole devant son Excellence, le Premier ministre. Si les jeunes n'arrivent pas à la prise de conscience, ce que je peux vous dire, tout ce qu'on aura dit et on aura fait, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Seule la prise de conscience des jeunes qui refuseront d'être des marionnettes qu'on actionne de l'extérieur ou de loin, si ces jeunes-là ont cette prise de conscience, je vous assure que rien ne se passe. Regardez un peu où il y a eu le plus de dégâts dans les années 2000. C'était à l'ouest. Mais aujourd'hui, vous prenez Taï, Diglo, Blolequin, tout le pleu. Il n'y a pas eu de mouvement là-bas. Il n'y a pas eu de mouvement. Mais est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Mais il y a une prise de conscience. Parce qu'ils ont connu des moments sombres. Ils se disent, plus jamais ça. Donc aujourd'hui, nous espérons que le passage du Premier ministre va être un détonateur qui va permettre aux jeunes de prendre conscience, de faire en sorte que les jeunes œuvrent, eux tous, main dans la main, dans l'esprit de cohésion et de paix.